Tranche de couple, Les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max. saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max. et Guillaume et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 9e épisode de la saison 3 de Tranche de couple. épisode qu'on a choisi d'intituler, vous l'aurez peut-être remarqué avec le début de notre podcast, All I Want for Christmas Podcast. Voilà. Maria, si tu nous entends, spécial dédicace. Merci d'abord à toutes et à tous de continuer à écouter ce podcast. Voilà, ça nous fait chaud au cœur en cette fin d'année aussi. Et comme d'habitude, on est très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, voilà, juste avant les fêtes. Et vous le savez, on se retrouve aussi entre-temps sur nos réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, sur notre page Facebook, sur notre page YouTube. Toujours tranche 2, le chiffre 2, couple au singulier, comme le nom du podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit email à tranchedecouple@gmail.com. Et enfin, un seul mot, partagez sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de Tranche de couple et aussi à garder la motivation pour vous proposer cette petite tranche de nos vies et d'actualité tous les 15 jours. Et voilà pour cette introduction. Et on passe maintenant à la rubrique Actu comme d'habitude. Et c'est Guillaume aujourd'hui qui fait un petit follow-up d'un sujet dont on avait parlé précédemment. Guillaume, aujourd'hui, tu nous parles d'un pronom particulier. Oui, alors on a terminé notre rubrique diversité la semaine dernière sur la question des pronoms pour les personnes trans et combien c'est important pour la confiance en elles de ne pas être mégenrée. Et je ne résiste pas car c'est aussi un peu quelque chose qui est dans l'air, en tout cas important, dont on parle pas mal en ce moment, c'est de vous parler du YEL. Oui, monsieur, dame, le YEL. Qu'est-ce que c'est que le YEL, I-E-L, ou le YEL, I-E-2-L-E? Oh mon Dieu, ça a l'air compliqué. Oui, c'est très compliqué. Selon le dictionnaire, YEL, c'est d'abord un mot valise construit à partir de deux mots existants, composés de il et de elle, au singulier ou au pluriel, IEL ou IELS avec un S. C'est aussi un pronom personnel, sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. Le pronom YEL est né, ça ne surprendra personne, au sein de la communauté LGBTQ+, et est pensé pour remédier à l'absence dans notre belle langue française d'un genre neutre tel qu'il existe en anglais avec le it. Mais en anglais, cette communauté utilise davantage le they pour représenter une personne qui veut se représenter comme d'un genre neutre. Mais alors pourquoi est-ce que c'est un mot qui existe déjà ? Alors c'est un mot qui existe déjà dans la langue française depuis au moins 2013, dans une utilisation marginale mais régulière. Et pourquoi se retrouve-t-il aujourd'hui sur le devant de l'actualité ? L'une des raisons, c'est que pour la première fois, à l'aune des entrées annuelles de nouveaux mots dans le dictionnaire, en septembre, le Robert a annoncé avoir l'intention d'intégrer aux côtés de silencier ou de mitonner le pronom YEL dans ses pages. L'occasion rêvée évidemment pour certains journaux très progressistes comme Le Figaro ou des politiques connus également pour leur ouverture d'esprit, sans limite, tels que le député LREM François Jolivet, qui parle d'un stigmate de l'entrée de l'écriture dite inclusive, sans doute précurseur de l'avènement de l'idéologie woke. Voilà, j'espère que vous êtes toujours réveillés, parce que moi personnellement ça m'a un peu endormi de lire ça. La boucle est bouclée, finalement, c'était facile. Une occasion rêvée pour les opportunistes de tous bords, comme sur le woke ou la cancel culture, de rappeler combien notre chère langue française est en permanence en danger et combien, avec l'écriture inclusive ou avec le YEL, sur l'écriture inclusive, d'ailleurs, j'ai moi-même eu des réserves pendant un certain temps. Finalement, je me dis que c'est pas pire qu'autre chose, après tout, et pourquoi pas, surtout si ça emmerde certaines personnes pas très ouvertes d'esprit, mais c'est un autre débat. On ne sera pas surpris non plus de voir notre flèche de ministre de l'Éducation, Jean Mimi, dire combien il est contre. On aurait apprécié également un peu de retenue de la part de la première dame qui s'est également prononcée contre ce pronom. Sorry, mais c'est une prof pas d'une génération c'est une prof de français. C'est pas complètement surprenant, quoi. Voilà. Citée dans un article du journal belge Le Soir, la professeure de linguistique à l'Université libre de Bruxelles, Laurence Rosier van Houtegem, rappelle que derrière la décision du Robert, il y a une volonté politique d'inclusion, de non-discrimination. Et après, que c'est à chacun de se positionner. La décision du dictionnaire français permet de légitimer les usages, mais n'oblige personne à utiliser ces mots.
C'est vrai, tu ne seras pas obligé d'utiliser le mot mitonner, par exemple. Absolument, ou silencer. On ne vous force pas à le faire, simplement, ça permet aussi de se poser la question sur la manière dont on parle aux gens et des gens, comme quand on commence à utiliser plutôt le vouvoiement ou le tutoiement, finalement, il s'agit d'appropriation de la langue et de réflexion sans rien enlever au français. Le Robert, dans un communiqué, a d'ailleurs précisé que il avait été discuté, l'intégration de ce mot dans le dictionnaire avait été discutée en comité de rédaction et que c'est le fait qu'il soit en forte croissance, selon les documentalistes du dictionnaire, qui fait qu'ils ont décidé de l'ajouter. De plus, c'est un mot qui ne se comprend pas à sa seule lecture. Dans le jargon qu'on dit les lexicographes, on dit qu'il n'est pas transparent. Et il est apparu utile au Robert de préciser son sens et quels sont ceux, pour celles et ceux qui vont le croiser dans l'un ou l'autre article. On ne rappellera jamais assez au demeurant que la langue française est en perpétuelle évolution et que même la langue telle que fixée au XVIe siècle n'a aujourd'hui plus rien à voir avec celle que l'on parle aujourd'hui. Apport de l'arabe, du latin, du franc, de l'anglais, de certaines langues de nos voisins en Italie, en Espagne ou même plus loin. Changement dans la grammaire et la structure, le français est une langue en perpétuelle évolution. On rappellera enfin que personne ne vous oblige dans votre vie quotidienne, comme tu l'as dit Max, à utiliser IEL, d'une part, et que d'autre part, ce nouveau pronom n'arrive pas sans poser d'autres questions, telles que celles de l'accord des adjectifs qui le suivront, qui font que dans l'immédiat et en l'absence d'autres changements plus profonds dans la langue française, il sera difficile de le mettre aussi régulièrement que ça en pratique, mais moi je trouve vraiment très chouette que cette opportunité existe et qu'il soit dans un dictionnaire, ce qui permettra à chacun de trouver sa définition et, comme dit le Robert, de l'accepter ou de le rejeter. Merci Guillaume pour cette rubrique. Merci à toi de m'avoir écouté. Merci à vous de nous écouter. Merci à vous de nous écouter. Bon, et sans transition, du coup, on passe à la rubrique européenne, Max. Oui, aujourd'hui, Sortez vos téléphones portables. Petite actu de décryptage de l'Europe, je voudrais vous parler d'un bénéfice concret de l'Union européenne que vous utilisez très certainement ou que vous avez utilisé dans le passé, mais dont vous n'avez pas forcément conscience que c'est un bénéfice de l'Union européenne. Alors, je veux parler de la fin des frais d'itinérance lorsque on voyage dans l'Union européenne. Depuis juin 2017, en effet, toute personne qui détient un forfait de téléphone portable dans l'un des pays de l'Union ne doit plus payer de frais lorsqu'il se déplace au sein d'un autre pays de l'Union pour téléphoner, par exemple, dans son pays d'origine, assez proche, téléphoner sans frais dans le pays où tu voyages et bien sûr utiliser Internet sans frais. Alors, il y a encore, on ne peut pas télécharger 50 films, mais il y a suffisamment de data qui est gratuit pour que on puisse un usage quasi normal à l'étranger, comme on le fait en France. C'est aujourd'hui quelque chose d'indispensable. C'est encore plus indispensable peut-être lorsque vous êtes comme nous, expatriés à l'étranger et que vous continuez à garder votre téléphone, votre numéro de téléphone d'origine. Mais voilà. Alors, on pouvait penser que ça y est, c'était un droit acquis sur lequel on ne reviendrait pas. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, tout d'abord, il faut bien avoir conscience que sans un accord au niveau européen, la fin des frais d'itinérance, ça n'aurait pas eu lieu. Parce que vous imaginez bien, il y a plusieurs opérateurs dans chaque pays. Il faut en gros se mettre d'accord avec les opérateurs de l'ensemble des autres pays. Donc, sans un accord qui les contraigne à globalement ne plus mettre de frais d'itinérance aux clients, ça n'aurait jamais eu lieu. Donc c'est la Commission européenne, qui est l'administration communautaire, qui a proposé cette suppression des frais d'itinérance, qui a ensuite été négociée entre États, bien sûr en tenant en compte la position des opérateurs téléphones, puisqu'à un moment donné, il y a aussi une logique économique derrière tout ça, et qu'on ne peut pas simplement décider de choses qui vont ensuite faire que les opérateurs téléphoniques, ils ferment la porte, quoi. Enfin, ils ferment boutique. Donc cette suppression a été actée en 2017, mais elle n'était pas permanente, elle a été validée pour une période de 5 ans, soit jusqu'en juin 2022. Donc il y avait quand même nécessité de trouver un nouvel accord pour sa prolongation, ce qui a été négocié au cours de ces derniers mois. La Commission européenne a notamment mis en avant que l'utilisation des données mobiles a été multipliée par 17 au cours de l'été 2019 par rapport à l'été 2016, avant la suppression de ces coûts, ce qui au final est bon pour l'économie européenne. Le 9 décembre 2021, la Commission, le Conseil et le Parlement européen ont donc annoncé avoir trouvé un accord pour prolonger pour 10 années supplémentaires jusqu'en 2032 la fin des frais d'itinérance, qui s'appliquera dans les 27 États membres de l'Union européenne, ainsi qu'à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège, mais bien sûr pas au Royaume-Uni, qui a définitivement cessé d'appliquer les règles européennes le 1er janvier. Alors, dans ta face, Bojo.
Les auditeurs te remercieront, Guillaume, pour avoir fait un bruit très agréable à l'oreille. Oui, ils te remercieront aussi pour l'avoir bien baissé au montage. C'est lui qui fait le montage. Vous allez voir, ça sera aux petits oignons. Voilà donc encore un de ces petits avantages très concrets qui découlent d'un marché économique commun aux 27 pays de l'Union. Alors, merci l'Union. Eh bien oui, l'Union européenne est là où on ne l'attend pas et parfois là où on l'attend quand même un peu. Et Max, tu veux enchaîner sur une petite brève diversité, on va appeler ça ? Exactement. Égalité et diversité. On tenait à saluer une grande avancée des droits au Chili. Le 7 décembre 2021, le Parlement chilien a voté pour étendre le mariage aux couples de même sexe. Il s'agit d'une décision historique, saluée par toutes les organisations de défense des droits, et notamment des droits LGBTQ+, mais aussi une loi qui va protéger les familles homoparentales et mettre fin à des discriminations. Alors comme en France, cette loi permettra également aux couples de même sexe d'adopter des enfants. Alors c'est l'aboutissement d'un long chemin puisque le projet de loi a été proposé initialement en 2017. Cette loi est soutenue par la majorité de la population chilienne et elle a été promulguée le 9 décembre par le président conservateur Sebastián Piñera qui a facilité son adoption. Alors néanmoins, il était temps parce que cette loi, au départ, elle a été présentée par la présidente Michelle Bachelet, celle qui avait mis en place le partenariat enregistré, en gros, l'équivalent de notre Pacs. Ce projet de loi était resté bloqué dans le processus parlementaire jusqu'à cette année. Et en fait, il y a eu des élections parlementaires qui fait que le nouveau Parlement qui prendra ses fonctions en mars prochain est un peu plus conservateur que l'actuel et donc potentiellement on n'aurait pas passé cette loi. Et puis par ailleurs, le président chilien actuel ne se représente pas et le 19 décembre a lieu le deuxième tour des présidentielles qui oppose un candidat de gauche à un représentant de l'extrême droite, pas spécialement ouvert sur les questions sociétales, ce qui aurait potentiellement rendu plus incertain une promulgation d'une telle loi. Le deuxième tour a lieu ce dimanche 19 décembre et malheureusement, nous ne connaissons pas encore l'issue au moment de l'enregistrement de cet épisode. Affaire à suivre. Bon, au global, on ne peut que se réjouir que cette avancée dans la protection des personnes des LGBTQI+, au Chili ait eu lieu, dans la lignée aussi d'autres lois du même type qui ont été adoptées par des pays d'Amérique latine ces dernières années. À nouveau, il ne s'agit pas ici de donner des droits spéciaux ou d'en retirer aux couples hétéros, mais bien d'assurer une égalité des droits entre couples homo et couples hétéros. Merci Max. Chouette que ça avance, même si effectivement il y a cette incertitude qui pèse derrière sur les élections d'aujourd'hui. On ne manquera pas de vous tenir au courant si jamais sur nos réseaux sociaux à ce sujet. Voilà. Et une fois n'est pas coutume, pour notre point Belgitude aujourd'hui, on voudrait faire un point Francitude. Guillaume, c'est Noël. Absolument, et on va faire Noël en Bretagne. Pourquoi on va faire Noël en Bretagne ? Parce que le maire de Plomeur, la ville de Plomeur, Ronan Loas, a partagé sur ses réseaux sociaux un arrêté spécial Père Noël pour lui permettre officiellement de distribuer les cadeaux le plus sereinement possible. Alors il n'en est pas à son coup d'essai, puisque déjà l'année dernière, alors qu'on était, je vous rappelle, en semi-confinement, sortie de confinement, mais pas complètement déconfiné quand même, avec notamment l'obligation de rentrer à la maison à 20h, il avait fait une dérogation sous réserve que le Père Noël présente son passe, je ne sais plus ce que c'était à l'époque, son autorisation de sortie, voilà, qu'on pouvait avoir en papier ou via l'application. Si le Père Noël avait son autorisation de sortie, alors il pouvait aussi travailler le soir de Noël à des horaires étendus, y compris la nuit, quand c'était en principe interdit. Alors, cette année, le maire invite donc les Plomerois à préparer au Père Noël une petite collation au pli du sapin. Donc moi, ça me rappelle quand même des souvenirs d'enfance où on laissait toujours quelques papillotes et 2-3 mandarines pour le Père Noël qui, miraculeusement, le lendemain matin, avaient été mangées. C'était pas par le chat parce qu'on n'avait pas de chat à l'époque, mais enfin bref, c'est les mystères de Noël. Et puis, afin de faciliter la distribution des cadeaux, il faudra que les enfants respectent les consignes de leurs parents, qu'ils aillent se coucher à temps pour ne pas gâcher Noël. Les grincheux sont interdits de séjour dans la commune. Le Grinch, si tu nous écoutes. Et enfin, les habitants qui possèdent des cheminées sont invités à les faire ramoner, avant évidemment, la venue du Père Noël. Voilà. Et il termine sur une petite injonction pour Météo France, leur demandant au service météo de faire la pluie littéralement et le beau temps, et surtout la neige, et de recouvrir la commune de neige du 24 décembre au soir jusqu'au samedi 25 matin. C'est pas mignon quand même. Ah oui, et puis c'est vrai qu'un Noël sous la neige, un White Christmas, comme on dit souvent dans les chansons, eh ben, ça, c'est quand même très très chouette. Oui. Et ça nous rappelle notre enfance. Tout à fait.
Voilà. Bon, allez, on passe à la rubrique vie de couple. Alors aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'on vous en parle, mais nous, on a pris l'habitude maintenant d'utiliser les furoshiki. Alors les furoshiki, vous le savez peut-être, ou sinon bah, vous allez le découvrir. C'est en gros l'utilisation de carrés de tissu pour remplacer les papiers cadeaux en papier pour faire vos cadeaux. Ça s'utilise à Noël, ça s'utilise à d'autres occasions de l'année. C'est une tradition japonaise. Et donc, bah, nous, on a choisi, alors d'abord parce que bah, c'est chouette, ça change un petit peu, et puis aussi parce que c'est une vraie démarche écologique et voilà, un peu durable, d'éviter d'avoir ce papier qui finalement est utilisé 3 minutes, qui est déchiré, qui va à la poubelle. Et les montagnes de papier gaspillé après les Noëls, ça laisse ça laisse des souvenirs. Je vous laisse vous souvenir c'est l'évacuation de ces papiers de Noël qui étaient toujours une grande opération. Et voilà. Et donc, ben, vous pouvez faire des nœuds et vous pouvez mettre des petites. On a nous des petites pinces à linge de couleur qui permettent, voilà, de faciliter un petit peu la fermeture quand c'est un plus gros cadeau. Mais voilà. Donc, vous pouvez utiliser des châles, des chèches, ou alors acheter des carrés de tissu un peu partout pour pouvoir faire ça. Mais voilà, c'est très sympa. Même les enfants se prennent au jeu et n'ont pas finalement le sentiment d'avoir raté quelque chose parce qu'avant ils déchiraient leur papier cadeau. Et en tout cas, voilà. Donc aujourd'hui, pour Noël cette année, ben, on voudrait vous mettre au défi de nous envoyer des photos de vos furoshiki. Envoyez-les-nous sur notre compte Twitter, sur notre page Facebook ou par email. Vous pouvez répondre au post qui communiquera sur cet épisode avec le lien de cet épisode. Ça nous fera très plaisir de voir que vous aussi, vous êtes passé cette année au furoshiki, ou en tout cas vous avez essayé. Et si jamais vous cherchez des furoshiki, je viens de tomber tout à fait par hasard sur le site de l'entreprise Papa Pic et Maman Cou, qui propose un certain nombre de furoshiki très sympathiques à acheter pour des prix relativement raisonnables. Alors il y a toujours un moment un peu étrange avec les furoshiki, c'est mais est-ce qu'on les laisse du coup aux gens auxquels on les offre ? Nous, notre point de vue, c'est que non, on les récupère après discrètement. Enfin, voilà, c'est pas, on offre le cadeau, mais on récupère le furoshiki derrière parce que l'objectif, c'est effectivement de le faire tourner et de le réutiliser d'une année sur l'autre. Alors, le petit truc, parce que c'est effectivement pas toujours simple, c'est d'expliquer en fait. Ah oui, voilà, donc on est passé au furoshiki, voilà, c'est une démarche durable. Et donc, voilà, on offre les cadeaux et ensuite, ben, on les réutilise. Donc, et comme ça, les gens comprennent à peu près le message. Et puis, effectivement, s'ils comprennent pas le message, ben, discrètement, vous récupérez le truc. Ah oui, non, mais parce qu'il faut quand même bien dire qu'un Noël, c'est en fait en réalité plusieurs Noëls, hein, parce que, enfin, je sais pas de votre côté, mais nous, on voit nos familles respectives, on voit des amis, on voit, voilà. Et donc, ben, on n'a pas non plus une masse de furoshiki illimitée, hein, parce que sinon, ce serait pas très durable. Donc, voilà, d'un jour sur l'autre, ben, on les réutilise aussi, donc... par exemple, on ne fait pas nos emballages en furoshiki de tous nos cadeaux dès maintenant, parce que sinon, ça ne serait pas possible. On le fait littéralement la veille pour le lendemain. Mais alors, voilà, c'est une chouette idée en tout cas, et ça fait partie de nous, de notre vision de Noël aussi, de nous dire qu'on essaye d'avoir des Noëls un peu plus responsables. Et ça se ressent aussi un peu dans les cadeaux qu'on offre, mais se poser vraiment la question de la durabilité de ce qu'on offre et de la façon dont on fête Noël et comment faire en sorte... Et je précise tout de suite pour ceux qui voudraient grincher, déjà le Grinch n'est pas le bienvenu pour grincher, et ensuite en fait ça nous empêche pas de vivre un super Noël. Ah oui, non. Et au contraire, on se dit qu'on a mis du sens. Noël, c'est une fête avec du sens pour nous, et on a mis encore un peu plus de sens dans cette fête. Merci pour cette transition, Guillaume. On voulait, pour ce deuxième sujet de la rubrique vie de couple, un petit peu aborder comment est-ce que nous appréhendons Noël, comment est-ce que nous appréhendons Noël, et donc du coup aussi vous interroger sur comment vous appréhendez Noël. Alors peut-être on pourrait d'abord un petit peu parler de voilà, Noël pour nous c'est quoi, et peut-être au travers de nos souvenirs aussi. Voilà, donc je ne sais pas si Guillaume tu veux commencer ou si je commence. Ouais, je peux commencer. Hein. Noël, c'est 3 mots, c'est la neige. Alors la neige, les cadeaux, la famille. C'est un peu la vision que j'avais de Noël quand j'étais petit. C'est toujours un peu la vision que j'ai.
J'ai peut-être un peu remplacé cadeau parce que j'ai de plus en plus de mal à moi-même. J'adore faire des cadeaux aux autres, mais j'ai de plus en plus de mal moi-même à faire ma liste tous les ans. Donc c'est plutôt, Je confirme, je c'est confirme. plutôt la neige, les repas sympas et la famille. Pas forcément dans cet ordre-là, mais peu importe. Et on n'a pas forcément de la neige, mais on a eu l'année dernière un peu de neige. On était au fin fond du Pilat. Je ne sais pas si on vous avait raconté, mais on a fait la messe de Noël dans la très belle chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez. Et on a eu un peu de neige à la sortie. Et cette année, je ne suis pas sûr que ce soit au programme, mais bon, c'est pas très grave. Ah bah pour moi c'est un peu pareil. C'est vrai que Noël c'est d'abord et avant tout un peu un moment particulier où on se retrouve en famille, on partage des bons moments. Voilà, comme tu disais, les bons repas, c'est effectivement du temps de qualité passé. C'est les retrouvailles et pour moi, c'est aussi des retrouvailles élargies. Quand j'étais jeune, une année sur deux, on avait le Noël alternativement avec la famille de mon papa ou la famille de ma maman. Ah oui, chez moi aussi. Et donc, du côté de mon papa, le Noël, c'était plutôt le 24 au soir. Et donc, ça se terminait un peu tard. Un repas Vous faisiez les deux en même temps. Ah oui, non, non, pas en même mais temps. non, c'est l'année l'un ou l'autre. Dans la Ils famille sont taqués de ma maman, c'était plutôt le 25 matin. Et donc, on retrouvait l'ensemble des cousins. Ça, c'était très, très chouette. Alors, tu peux imaginer, du côté de la famille de ma maman, ça fait beaucoup. avec beaucoup de monde. 3 chiffres. 14 frères et sœurs. Facile. Voilà, c'est du coup... c'était génial d'avoir... C'était le monde d'avant, quoi. Voilà. Non, mais aussi parce que voilà, on se retrouvait quand même, il y avait pas mal de monde et on entourait mes grands-parents et du coup, chacun avait son petit coin et c'était voilà, vraiment très chouette de pouvoir partager ces moments-là. Et on avait toujours notre petit Noël familial voilà, qu'on faisait le 25 matin entre nous. Et voilà, ça c'était aussi chouette et voilà. Et donc oui, la neige, super, d'aller pouvoir aller sortir, faire des batailles de boules de neige, aller prendre la luge et aller faire des descentes. Il faut dire que chez moi, j'ai grandi en Haute-Savoie, donc il y avait quand même assez régulièrement de la neige à Noël. Peut-être plus qu'à Mâcon. À Mâcon, il y avait de la neige. Hein. Ah ouais. Ouais, t'inquiète pas. Va, alors je suis rassuré. Alors, bon, ça c'était notre vision de Noël. On espère aussi que pour vous, Noël, c'est un moment joyeux. Bon, on a bien conscience aussi que pour certaines personnes, Noël, c'est pas toujours très simple. Soit parce que vous êtes tout seul, soit parce que il y a des souvenirs associés à Noël qui sont peut-être pas aussi joyeux que nous. En tout cas, on espère que vous pourrez trouver des gens avec qui passer ce moment, ou que si Noël ça vous dit pas du tout, que vous trouverez une activité à faire qui vous permettra de passer un bon moment quand même à cette période de l'année. Effectivement, tout à fait. On pense en tout cas très fort à vous toutes et à vous tous, quelle que soit votre situation. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous mettre un petit message aussi. Et on sera content vous envoyer des petits messages. Vous envoyer aussi. Voilà, d'être en pensée avec vous. Tout à fait. Et puis bien sûr, Noël, c'est aussi la messe de minuit ou la messe de Noël du jour de Noël. Et les chants, effectivement. Mais ça fait partie du rituel de Noël aussi, et c'est quelque chose qu'on partage avec Guillaume. Absolument. Alors, on voulait aussi, en parlant de Noël, un peu aborder les trucs à éviter ou à faire attention. Parce que faut quand même... Parfois, c'est pas toujours simple. Comme si c'était l'image que j'avais de ma belle famille. Si vous nous écoutez, ce n'est pas l'image que j'ai de vous. Non, voilà, parce que parfois, c'est vrai que du coup, quand on est en couple, on se retrouve à partager des traditions qui sont pas les nôtres, à se retrouver autour d'une table avec notre belle famille. Et ici, je voudrais faire un petit clin d'œil à Claire Anthony de Yes We Bloom. On vous en a déjà parlé il y a quelques temps. Yes We Bloom, ils vous accompagnent pour préparer votre mariage. Et dans leur Bloom Letter hebdomadaire, il y avait une de leurs Bloom Letter qui était intitulée « Comment survivre à votre belle famille en cette période de fin d'année ». Et on a beaucoup ri en lisant cette newsletter. Et on remercie
Claire et Anthony, pour les trucs et astuces qu'ils partagent dans cette newsletter, parce que effectivement, c'est pas toujours simple de se retrouver avec des traditions différentes, avec l'oncle ou le cousin ou qui est peut-être un peu différent ou un peu lourd ou un peu Et donc ce qui est il y a quand même des sujets en général qu'on évite de parler en famille de manière générale. La politique. Ouais. On n'est pas du tout dans nos familles respectives, je pense. Vous savez, cette image, cette caricature du début du siècle, où pendant l'affaire Dreyfus, là, on voit, ou du fin du 19e plutôt, on voit une grande tablée familiale avec marqué sur la première image. Je ne sais plus ce qui est marqué, mais un bon repas, machin, tout va et bien. Après, ils ont parlé. Et deuxième image, tout le monde est en train de se foutre sur la gueule et de se taper dessus, et ils en ont parlé, sous-entendu de l'affaire Dreyfus. Voilà. Nous, c'est pas vraiment la façon dont on fonctionne dans nos familles. Ouais, on évite la religion, on évite la politique, et je pense qu'il faut, à mon avis... La religion, on peut en parler un peu. Il n'y a pas de... J'ai envie de dire qu'on rencontre peu de résistance. Ça dépend dans... Cercle élargi Ton cercle élargi, ça peut être un peu plus compliqué. Oui, non, effectivement. Et je ne recommanderais pas forcément de mixer politique et religion Covid. Et Covid. Non, les trois, non, voilà. non, évitez. Non, non, c'est pas la peine. Donc, la campagne présidentielle, je pense que c'est bien que chacun garde ses idées sur qui il va voter et qu'on n'en fasse pas un sujet de débat à table, parce que ça peut vite devenir un peu compliqué. Tu fais passer des messages là ou comment ça se passe? Voilà. Bref, vous avez noté que donc pour nous, Noël en termes de discussion chaude, c'est plutôt neutre, et on préfère profiter des autres et profiter d'être avec les autres, ceux qu'on ne voit pas beaucoup, ceux qu'on voit encore moins, parce que depuis 2 ans, effectivement, on limite aussi voyage et déplacement. C'est des Noëls un peu plus restreints aussi, parce que du coup, les cercles élargis, on les voit moins. Moi, perso, ça me va. C'est aussi nécessaire pour continuer à tous se protéger, à tous nous protéger. Pour le coup, je pense qu'on a une vision un peu différente là-dessus aussi. Sur la taille, la taille des festivités, des réjouissances avec Max, parce que c'est vrai que Max vient effectivement, comme il l'a dit, d'une très très grande famille. Moi, je viens d'une famille plus réduite, voire beaucoup plus réduite, même des deux côtés. Et du coup, pour moi, Small is Beautiful, j'apprécie quand il n'y a pas forcément un grand monde et qu'on passe, ça permet de passer plus de temps de qualité avec les gens aussi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la même expérience. On n'a pas la même. Voilà. Et c'est vrai on a eu des Noëls avec plein de les cousins. On était une trentaine. On en a fait. Mais c'est chouette. C'était chouette. Mais c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir des Noëls un peu plus légers en termes de personnes. Bon, il y a des choses qu'on n'a pas abordées, mais Noël, c'est aussi quand même certaines spécialités gustatives. Tu parlais des papillotes. C'est quelque chose que nous, on connaît bien parce que dans notre région, on mange beaucoup de papillotes, mais qui n'est pas forcément connu partout. C'est aussi les films de Noël. Il y a certains films qu'on aime regarder en famille. On a déjà regardé notre film de Noël favori cette année. Alors nous avons nos traditions, Guillaume et moi, avec quelques films, et notamment un en particulier, Make the Yuletide Gay, qui est notre ultimate favorite de film de Noël. Crème de la crème. Mais il y a aussi... En vrai, c'est un film de Noël romantique. Faut pas vous attendre à un James Bond ou un film d'auteur, mais nous, on se fait toujours bien plaisir. Il y a les fameux Sissi, il y a quelques petits films qui représentent ce moment de l'année quand on était jeune, où on avait le droit de regarder la télé d'abord, de mon côté, et puis on aimait passer un petit peu de temps. Et puis nous, on aime aussi profiter de ces vacances pour jouer aux jeux de société avec notamment les petits-enfants, donc avec nos nièces et nos neveux. Vous savez, les jeux de société pour nous, c'est vraiment quelque chose de très chouette. C'est quelque chose qu'on apprécie de partager avec les autres. Et donc, c'est aussi un moment où on a le temps de jouer et de partager ces bons moments ensemble autour d'un chocolat chaud, d'un thé ou d'un verre de champagne. Tout à fait. Voilà, vous en savez un peu plus sur nos Noëls. N'hésitez pas à partager aussi vos idées, vos traditions sur nos réseaux sociaux et à nous envoyer des petits messages. On les relaiera aussi avec plaisir. Voilà pour cette rubrique de vie de couple. Et Guillaume, la dernière rubrique, tu voudrais nous parler de solidarité. Je voudrais vous parler de solidarité et d'une touche d'espoir, parce que c'est quand même un podcast de Noël.
et que Noël, c'est aussi un peu d'espoir. Et vous parlez de 273 réfugiés afghans qui ont été accueillis au Portugal le 13 décembre dernier après un long périple. Leur point commun entre ces presque 300 réfugiés, il s'agit soit de professeurs, d'étudiants ou de leurs familles de l'Institut national afghan de musique, le principal conservatoire du pays avant la prise de contrôle dont on vous a parlé il y a quelques mois par les talibans et le retour d'une chape ultra-conservatrice sur le pays. C'est remarquable au moins pour deux raisons. D'une part, par l'ampleur de l'opération de sauvetage, d'abord, quand on se souvient du chaos dans lequel les évacuations ont lieu à Kaboul en août, avoir réussi à réunir autant de personnes liées par une même passion et liées à cet institut est en soi un exploit. Et alors que l'école autorisait avant le retour des talibans sans restriction la pratique de la musique pour les femmes, par les femmes, les talibans ont évidemment évincé celle-ci d'à peu près partout où elles étaient trop visibles, et en particulier les arts, le sport et bien évidemment l'éducation. C'est également remarquable par le niveau de mobilisation autour des étudiants, de leurs professeurs et de leurs familles, et de la générosité de l'accueil prodigué dans un premier temps par le Qatar, qui a également pris part à cet élan en accueillant certains transitoirement, notamment les membres de l'orchestre 100% féminin Zora, depuis le mois de novembre, et puis évidemment le Portugal qui va mettre à leur disposition maintenant les moyens de continuer à se mobiliser autour de la musique. J'aurais apprécié que ce soit quelque chose qu'on fasse en France, d'autant qu'on a un pays qui a largement la taille pour absorber un nombre de réfugiés de cette taille-là, y compris dans un même endroit. Mais vraiment, je voulais noter la générosité dont le Portugal a fait preuve dans cet accueil. Alors, en France, il y a eu aussi des accueils. On vous a parlé notamment d'un accueil de sportifs qui se sont passés au moment des Jeux Olympiques. Donc, il y a aussi des choses chouettes qui se passent. Mais vraiment, moi, j'ai été touché de lire ça et je trouvais que c'était un beau symbole pour Noël. Voilà, et pour finir ce podcast sur une note finalement, positive. Merci Guillaume de nous partager cette belle histoire. Et voilà, big up au Portugal. Et on espère vraiment, on souhaite à ces 273 réfugiés de pouvoir s'épanouir en Europe et un jour de pouvoir retourner chez eux en toute sécurité. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Déjà ouais. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, un like, un pouce bleu sur Facebook et surtout, Guillaume vous l'a dit au début, partagez. Partagez, P-A-R-T-A-G-E-Z. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus au taquet ou les plus pressés. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Sortez masqués. Encore, et oui, et encore plus. Respectez les gestes barrières par pitié. Soyez prudents. Surtout au moment de Noël. Ouais. Protégez vos proches. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.